l'histoire. Oui. Parfait. Moi, ce que je voulais savoir, c'était surtout si cette légende, parce que c'est vrai que dans tous les châteaux, il y a une légende, et des fois, c'est purement une fantasme, et des fois, c'est vrai que historiquement, il y a quelque chose qui est fondé, donc c'était ça ma question, en fait. Non, mais comme le mot légende, ça veut dire que c'est de l'histoire améliorée ou pas du tout, ou inventée. Voilà. Donc là, on pense que les faits de base sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a eu une agressivité entre le château de Montignac et ici, et il y avait plutôt des liens avec le château de Los. Donc le seigneur ici qui s'appelait Ferrières a voulu marier sa fille, et puis voilà, le seigneur de Montignac n'a pas trouvé ça à son goût, et s'est débrouillé pour faire tout un montage, c'est-à-dire autour d'une guerre qu'il a provoquée. Voilà, il a assassiné le seigneur de Los. Donc le père de Sauveboeuf, de Ferrières, a obligé sa fille de se marier avec le seigneur de Montignac. Et là, pour éviter le mariage, le jour du mariage, elle s'est jetée dans la rivière. Et alors la légende, c'est là où bon, on peut rêver. On voit à Noël, tous les ans, passer le cadavre, flotter, voilà, et qui passe devant le château de Los. Ouais, donc l'histoire est vraie, mais après... Ah non, non, alors, peut-être vrai, probablement vrai, mais voilà, après c'est l'imaginaire. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a des D'ailleurs, légendes... il y a trois ou quatre versions de cette légende, donc ça montre bien que les variantes à chaque fois, on n'arrive pas à trouver un vrai truc. Non, non, mais je vous dis, tous les châteaux ont une légende. Et s'il n'y a pas de légende, on invente une légende. Mais pourquoi? Voilà. C'est quoi Parce que ça fait partie, comme les fantômes, comme les souterrains. Et quand vous avez un château, forcément, il y a un souterrain qui communique avec un autre château. Tout ça, c'est du roman. Alors, par exemple, les souterrains, c'est du roman. Je n'ai connu qu'un souterrain, il ne fait pas plus de... Forcément, parce qu'à l'époque, les seuls souterrains, c'était quand il y avait... quand un château était encerclé, c'était pour que le seigneur et ses troupes se sauvent par le souterrain. Bon, donc c'est 100 mètres, c'est tout. Et ça s'est écroulé depuis, ça n'existe plus, sauf ceux qui sont en pierre. Alors j'en connais un, donc le château de Menneville, par exemple, j'ai découvert un souterrain, là il fait peut-être 50 mètres en pierre, c'est déjà unique. J'en connais pas d'autres. Donc tout ce qui est dit, tout ça, alors c'est pas une légende, c'est faux. Et les autres châteaux que vous avez, il y a des légendes ou pas? Ah oui, alors là, le premier château que j'ai sauvé, il était en Normandie et c'était dans la vallée de l'Epte. Alors là, ça devient très sérieux parce que c'est un château qui a été habité par Philippe le Bel, donc c'est 1300, 14e siècle, début du 14e siècle. Et Philippe le Bel, vous savez, c'est pas n'importe quel roi, puisqu'il avait son ministre des Finances qui s'appelait Enguerrand de Marigny. Et cet Enguerrand, c'est lui qui a en fait assassiné les Templiers. Donc c'est à ce moment-là, Philippe le Bel, pour s'emparer de tous les camps qui avaient pris un pouvoir, et puis il avait tellement de dettes avec les Templiers qu'il les a fait supprimer. Alors ça c'est très intéressant parce que j'ai retrouvé tous les parchemins concernant, en fait c'est toute l'histoire de Druon sur les rois maudits. En fait j'ai tous les parchemins qui correspondent à ça, depuis 1300 j'ai les parchemins, et qui montrent d'ailleurs... J'ai retrouvé à la BN, à la Bibliothèque nationale, le parchemin où le roi de France, Philippe le Bel, donne à Enguerrand de Marigny le château que j'avais, donc qui s'appelait le Manoir des Brumes. Voilà. C'est vous qui avez le Manoir des Brumes, et il lui a donné, retrouvé, et je peux vous donner la date, il l'a donné en 1308, les Templiers, 1308. L'anéantissement des Templiers, 1308. Et alors ce que j'ai découvert, là, c'est... la chapelle, parce que Enguerrand, qui voulait plaire à Philippe le Bel, qui adorait son grand-père Saint-Louis, a fabriqué une chapelle avec la statue de Saint-Louis. Et la statue de Saint-Louis, on ne connaît pas son visage. Et il n'y a pas de représentation. Et là, personne ne savait. Et j'ai averti la directrice du musée de France, qui s'appelle Madame Labordette, qu'il y avait cette statue de Saint-Louis. Et c'est à ce moment-là que vous avez une exposition à Paris, à la Conciergerie, l'année dernière, où il y avait tout Saint-Louis, dont cette statue qu'ils ont amenée. Et alors la statue, vous l'avez photographiée là, puisque j'avais vu un gisant avec les attributs royaux, c'est-à-dire sur l'épée, c'était une fleur de lys sur l'épée,
Et alors là, avec une petite de la BN qui étudiait mes documents, elle a, bon, elle a cherché et on est arrivé à discriminer. En fait, c'est le frère de Saint-Louis, comme par hasard. Et quelques années après, le curé m'appelle, il m'a dit il voulait faire dans la crypte une centrale pour chauffer l'église. Ils sont tombés sur une tombe en plomb. Et là j'ai récupéré, là vous avez dans une vitrine, vous avez donc les ossements, des ossements du frère de Saint-Louis. D'accord. C'est unique. Alors, moi je leur ai dit, écoutez, le curé, alors, comme ils ont parlé tout de suite, il y a des gens du village qui sont venus éventrer, puis ils ont piqué les bijoux, enfin tout ce qu'il y avait. Et là, le curé m'a, tout ce qui restait du squelette, il me l'a confié. J'ai écrit au maire pour dire, bon, bah écoutez, quand vous allez restaurer tout ça, bon, moi je redonnerai tout ça, parce que ça vaut le coup de faire, mais ils s'en foutent complètement. Donc voilà, dommage, alors quand ça même. reste là tant que. Et puis un jour, quand quelqu'un va être intéressé, on pourra remettre tout en place. Voilà. Et la statue, je ne sais pas s'ils l'ont ramenée d'ailleurs, parce que cette église, il y avait quand même le toit, il y avait des fuites et tout ça, donc c'était pas bien que cette statue reste comme ça. Bon. Enfin, il y a toujours le gisant. Alors, à partir de là, le château que j'avais à côté, j'étais juste à proximité, donc il y avait 7 châteaux qui dépendaient de ça, en fait, ce qu'on appelle les 7 villes de bleu. Et là, j'ai tous mes documents, je vous ai donnés. On vient de faire une thèse sur la forêt des 7 villes de bleu, qui est quelque chose d'extraordinaire. C'était la plus belle étrée d'Europe, avec donc c'est des hêtres. Des hêtres, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment l'écorce lisse, c'est magnifique. Et donc, des siècles. Hein. Et puis, il y a eu une tempête, je crois que c'est en 1500, qui a rasé complètement la forêt. Et ça fait des procès parce qu'à l'époque, le bois mort, c'était pour les manants. Sinon c'était le Seigneur ou roi de France. Et là, ils se sont dit, commençaient à bien se débrouiller, parce qu'ils ont fait des pétitions pendant plus d'un siècle pour dire, ce bois alors, ça nous appartient. Le Seigneur dit, ah non, non, c'est le bois mort, c'est pas du bois mort, c'est vraiment de la forêt pour faire des bateaux et des charpentes d'église. Alors, ça a fait pendant plus d'un siècle et demi, donc c'est très intéressant de voir que tous les villages sont construits à partir de cette tempête qui était vraiment énorme à l'époque. Hein. Donc ça a été là, passionnant et il a exposé sa thèse il y a une semaine à Rouen. Donc je vais avoir une richesse encore à partir des documents. Et alors, le Seigneur, à l'époque, sous Louis XVI, était un fou d'histoire. Moi, je l'appelais le Decaux de l'époque, c'est-à-dire qu'il voulait rassembler toute l'histoire depuis Philippe le Bel. Et la chance, c'est qu'il avait un frère notaire royal. Et il a récupéré tous les originaux, donc les parchemins, alors, avec des sceaux énormes, et non seulement des parchemins, mais toutes les guerres qu'il y a eu depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire vous avez la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la guerre de succession d'Espagne, la guerre contre le pape, tout avec tous les mouvements de peau et des cartes en polychrome avec des mouvements. Et tout ça, c'est impeccable. Alors, j'ai tout ça ici, et c'est des archives qui viennent 3 jours par mois depuis un an, parce qu'on améliore l'histoire de France avec ces papiers. Alors, comment j'ai trouvé ça? Alors, c'est grâce à l'époque confiture. Donc, à l'époque, si vous voulez, le seigneur d'Auvet, sentant la Révolution, s'est sauvé en Hollande, mais avant de partir, tout ce qu'il avait, tous ses parchemins, des milliers de parchemins, il a eu l'idée de faire, il y avait des murs qui faisaient à peu près 2 mètres de large, et au milieu, il y avait un interstice pour protéger du froid et du chaud. Il a fait agrandir cet interstice, et là, imaginez une armoire Louis XIII, voilà, énorme, donc fragile. Donc il s'est passé des siècles, et puis pendant la guerre, c'était des gens qui occupaient des gardiens, simplement, qui n'avaient aucune notion de ce que c'était, et le mur s'est écroulé. Et ils n'ont rien dit à personne, c'était abandonné, et ils ont mis ça avec tous les meubles cassés, ça a été minable.
Et à un moment donné, il y avait des pots de confiture qui étaient faits par la gardienne. Et qu'est-ce que c'était? Des parchemins. Où est-ce qu'elle trouve ces parchemins? Et alors, c'est là qu'on a découvert que sur les parchemins, il y avait des beaux ronds, avec un sens de l'hygiène, parce que c'était pas la partie donc elle n'a rien abîmé, sauf que les beaux parchemins, il y en a beaucoup qui ont des ronds. Et alors, d'une façon très soigneuse, elle mettait sur ses pots de confiture le parchemin, voilà, pour garder les pots de confiture. C'est comme ça qu'on a découvert ce trésor. C'est incroyable. Alors, voilà. Alors, ça, c'est pas une légende, mais là, vous avez de quoi faire des légendes parce que et les gens qui l'ont habité, c'est une maison. Il y a l'histoire des Templiers, ça fait la guerre de 100 ans, donc il y a eu des morts et tout ça, c'est terrible, hein, cette maison. L'histoire des Templiers est terrible. Hein. En plus, le frère d'Enguerrand de Marigny était évêque de Beauvais. Et c'est lui qui a massacré le plus grand nombre de Templiers. Beauvais, c'est à côté hein, de ce village, c'est la vallée de l'Eppe, là, voilà. Donc, cette maison était mystérieuse. Et elle était, alors juste avant de l'acheter, il y a très longtemps, hein, c'est avant 70 hein, que j'ai dû acheter ça. Et avant de l'acheter, je ne me suis pas méfié, je ne me suis pas renseigné, mais j'ai eu, quelques mois après, j'ai découvert le livre Les 50 maisons hantées de France. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les 50 maisons? Il y avait mon manoir des Brunes. Et là, alors, c'est là où on disait tous les propriétaires sont morts prématurément. Et j'ai une histoire incroyable que j'ai gardée un peu pour moi, mais bon, maintenant ça n'a plus d'importance. C'est que dans le village, il y avait 20 feux, hein, 20 foyers. Et pratiquement les 2 tiers sont morts d'une façon anormale. Alors, il y avait un jeune qui est tombé dans la rivière, mais la rivière fait 50 cm, hein, il est mort. Il y a une personne, celui qui faisait les abeilles, s'est pendu. Le maire, qui en gonflant ses pneus, a été décapité, le pneu a éclaté et décapité. Voilà, alors, je peux vous en citer les 2 tiers, et donc, d'où ce mystère, et dire c'est un village maudit. C'est ce que je veux dire, c'est le village. Alors, il y avait des sciences occultes. Alors, moi je l'ai acheté à des gens qui ont fait faillite. C'était le fameux groupe de textiles du Nord, la famille De Wilder, qui était très riche, liquidée, avec aussi des accidents dans la famille et tout ça. Bon, j'en passe. La personne qui... J'ai eu 3 gardiens, les 3 ratatinés, morts. Alors après, j'ai fait une petite enquête quand même. Alors il y avait un seul bistrot dans ce truc, donc évidemment, pour avoir un gardien, j'allais voir le bistrot, je lui ai dit, mais est-ce que... Donc moi, ils sont morts, c'est clair, j'ai découvert pourquoi ils sont morts. Hein. Ouais. Il y avait une bouteille dans chaque arbre quand ils faisaient le gagnon, voilà, c'est ça. Et puis, il y avait des sociétés occultes qui nous demandaient de venir. Donc, vous avez toutes des légendes qui apparaissent dans tous les journaux un peu occultes. Vous avez des pages entières. Et puis, le journal du coin régional, c'est Paris-Normandie. Vous avez des pages entières sur le château maudit. Alors, moi, j'ai découvert ça après, mais quand j'ai découvert ça, il n'y avait pas d'électricité, rien. Et alors, il y avait juste une lampe et il fallait faire 50 mètres pour ouvrir l'électricité. Et alors, quand on allait se coucher, avec ma femme, c'était à celui qui allait fermer la lumière. Alors, ce château, on a eu peur pendant quelques mois parce que il y avait des bruits boités de tous les côtés et hanté, en fait. Alors, j'ai découvert après les raisons. Hein. C'est des rats de l'extérieur qui venaient, qui rentraient dans, je vous ai dit qu'il y avait un espace, et là où il y avait de la paille, etc. Et donc imaginez dans un mur de 2 mètres, les rats qui sont là-dedans. Donc, vous avez un bruit boité. Il y avait des courants d'air et les bougies s'éteignaient, mais c'était des courants d'air. Et les planchers grinçaient, et puis il y avait des pas. Et ça, c'était des chouettes qui étaient dans les greniers. Et la chouette, ça fait un pas humain. Donc il y avait plein de choses que j'ai décodées petit à petit, parce que moi je suis comme Saint Thomas. Voilà. Mais j'étais plus loin avec des scientifiques, j'ai travaillé un peu avec des scientifiques.
Et vous savez que la science ne reconnaît pas s'il n'y a pas des preuves. Par exemple, le magnétisme n'est pas reconnu. Si vous avez un sourcier, par exemple, c'est évident que les gens de l'immobilier utilisent des sourciers. Moi, j'ai utilisé un sourcier. Il m'a montré toute la source. On a creusé un puits. On a eu, voilà, on a la source. Donc, mais comme il n'y a pas d'explication scientifique, ça n'est pas reconnu par la science. Sauf que ça existe. Donc, les phénomènes de magnétisme, on ne les a pas reconnus. Et là, ce que j'ai appris sur le plan de la géologie, sous le château, c'est plein de sources. C'est plein de sources, puisque Perrier, à un moment, je gérais le budget de Perrier, et à un moment donné, ils sont venus pour voir s'ils ne pouvaient pas exploiter avec une eau classique, non pétillante, voilà. Et il n'y avait pas assez de débit. Mais c'est un endroit tellurique. Et l'eau a un effet sur le physique qui est énorme. Et moi, je pense que pourquoi tous ces gens sont devenus fous, sont pendus, tout ça, c'est l'endroit tellurique. Et c'est pas la magie, c'est pas les trucs. Donc c'est, voilà, moi j'aime bien essayer de trouver des... Et je pense que c'est ça. Alors j'ai fait un livre, et là, pour pas inquiéter les gens, bon, j'ai coupé, j'ai pas donné. C'est la première fois que je la raconte, cette histoire, mais ça n'a pas d'importance maintenant, mais c'est incroyable. Alors je ne sais pas depuis s'il y a d'autres, je sais pas. Je sais qu'il a été J'en racheté, sais rien. après voilà, plus personne n'autorise. Alors il a difficile d'aller été, dans ce chemin, moi c'est je l'ai sûr. donné à ma famille, et puis il y a eu quelques petits problèmes d'ailleurs. Et puis, voilà, ils l'ont vendu, et c'est quelqu'un qui fait des séminaires qui l'a. Ouais. Mais du coup, c'est pas que Mais le c'est manoir, étonnant ce parce serait plutôt le que, village, si pour vous vous. voulez, moi j'étais, il y a quand même moi et mon frère, quand je tombais, j'ai pas pu appuyer sur le frein, et je suis tombé dans la rivière avec la coincée dans mon tracteur. La rivière Saint-Laurent, sauf un endroit fait de mètres, après un barrage, et je suis tombé pile là-dedans. J'ai pris une branche qui m'a à moitié assommé, et l'énergie du désespoir, je me suis dégagé, enfin, j'ai eu un hématome pendant un mois. Mais vous voyez, alors, mais ça n'a rien à voir avec, mais après, vous rassemblez des faits, et lui, ah bah tiens, c'est pas. Et puis mon frère, enfin, il me dit qu'on l'a poussé dans la rivière. Alors, en plus, les anciens propriétaires, alors là, eux, ils ont vu des moines arriver, ils entendaient des cloches alors qu'on ne peut pas entendre de l'église. Voilà, ils avaient des hallucinations, ils ont vu des fantômes, ils ont vu physiquement des fantômes. Donc, alors après, si vous voulez, comme ces gens étaient très sensibles, là, voilà, ils en ont fait un peu gros, enfin pas sérieux, quoi. Mais là, j'ai toutes les revues, je pourrais vous les montrer. Hein, c'est incroyable quand même. Ah ouais, c'est étonnant. Ah bah comme quoi, donc c'est vous donc, qui avez le manoir de... Alors ouais, les légendes, voilà, c'est plus intéressant que la légende d'ici, parce que là, il y a des faits. Il y a des faits, ouais, il y a eu tellement de morts, et puis j'ai retrouvé des squelettes aussi. Dans le manoir? Oui, dans le manoir, oui. Quand j'ai fait des fouilles, les autres fouilles, j'ai trouvé, oui. J'ai trouvé des ossements. Oui. Mais c'est normal, si vous voulez, ça, pendant des siècles, ça a été un lieu frontière qui défendait la vallée. Hein, donc, oui, bien sûr. Et vous avez d'autres châteaux? Non, alors, donc j'ai sauvé le premier, enfin, si vous voulez, moi j'ai bien réussi, donc à un moment donné, j'ai tout dépensé avec les châteaux. Et alors, comme celui-là, donc je l'ai donné à ma famille, je suis passé à celui-là. Alors là, c'était très très lourd, quand même. Et puis, il y en a un deuxième, là, c'est à côté du moustier, le moustérien, donc je me dis, là, c'est la préhistoire. C'est là où on a découvert le premier Néandertal.